Qu'est-ce qu'il faut pour anéantir une relation amoureuse de plusieurs années? Mhm. Une histoire qui a l'air, enfin, en apparence, parfaite et indestructible. Ouais, c'est la grande question, ça. Parce que si on posait la question au hasard, la plupart des gens imagineraient tout de suite un énorme scandale, tu vois. Ah bah carrément, une double vie découverte, ou je sais pas, une trahison étalée en première page des magazines. Voilà. Ou des disputes homériques sous une pluie battante, genre comme dans les films. Exactement. Pourtant, dans le document qu'on explore aujourd'hui, la réponse est d'une simplicité vraiment terrifiante. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Parce qu'il n'y a pas de paparazzi, il n'y a pas de cris, c'est juste une pièce plongée dans la pénombre, une table basse et un écran de téléphone qui s'allume silencieusement pour afficher une simple notification ambiguë. Et c'est ça qui est fou. L'arme de destruction massive la plus redoutable de notre époque, en fait, elle tient juste dans une poche. C'est clair. Il y a cette fausse croyance super tenace qui voudrait que les grandes destructions nécessitent toujours de grandes explosions. Ouais, on s'attend toujours à un feu d'artifice de drame. C'est ça. Mais le document qu'on analyse aujourd'hui démontre précisément l'inverse. Les effondrements les plus totaux, ils commencent souvent par un murmure numérique. C'est toute la prémisse de notre analyse d'aujourd'hui d'ailleurs. On plonge dans un texte vraiment fascinant qui vient de eCeleb In. Oui, la plateforme spécialisée dans les récits des coulisses du monde de la célébrité. Voilà. Et le document s'intitule très sobrement Histoire1.pdf. Un titre un peu mystérieux au final. Qui nous écoute, c'est pas du tout de relayer des potins mondains ou d'essayer de deviner de quelle star il s'agit. Non, pas du tout. La mission, c'est vraiment de comprendre l'anatomie psychologique et sociologique d'une rupture moderne. Exactement. On veut disséquer comment la technologie a fondamentalement réécrit les règles de la confiance amoureuse. Surtout sous l'œil du public, ce qui rajoute une couche de complexité énorme. Ah ouais, la pression doit être dingue. Et pour bien se représenter le truc, l'ambiance, il faut s'imaginer un paysage urbain la nuit, éclairé uniquement par des écrans de smartphone qui flottent un peu partout. Ouais, ça symbolise super bien cette omniprésence numérique et en même temps cet isolement profond qu'on peut ressentir même au milieu de la foule. C'est une image super forte. Alors, on va décortiquer ça, parce qu'avant de parler de la chute, il faut qu'on s'attarde sur ce qui est tombé. Tout à fait. Il faut comprendre le point de départ. Le texte décrit un couple qui était vraiment perçu comme l'archétype de la perfection. Une complicité évidente, des gestes toujours justes. Une image publique littéralement millimétrée, ouais. Mais genre, c'était le couple qui faisait rêver des millions de personnes. Et cette construction de l'image, c'est primordial pour comprendre la violence du choc qui va suivre, non? Ah mais complètement. Dans un environnement ultra médiatisé comme le leur, un couple ne se contente pas d'exister, en fait. Il performe. Il performe, ouais, c'est le mot. Chaque apparition publique est une narration. Le texte souligne d'ailleurs que ces deux personnes incarnaient un idéal de stabilité dans une industrie qui est définie par le chaos. C'est vrai que le monde des célébrités, ça va tellement vite, hein. Grave. Et le public ne se contentait pas de les observer, les gens se reposaient sur eux d'une certaine manière. Ils étaient la preuve vivante que l'amour durable c'était possible, même sous les projecteurs. Attends, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'on ne fait pas tous un peu ça au final? Même sans être une énorme star d'Hollywood, avec nos propres réseaux sociaux. On projette tous une image idéalisée. C'est pas faux, oui. Enfin, on ne poste pas nos disputes concernant la vaisselle sale ou les factures en retard. C'est sûr, on garde le meilleur pour la vitrine. Du coup, en quoi la façade de ce couple spécifique rend leur chute psychologiquement différente de celle de n'importe qui d'autre? La grande différence, elle réside vraiment dans l'échelle de la validation externe et surtout dans la dissonance cognitive qui en découle. Ah, tu peux développer ça? Bien sûr, quand quelques dizaines d'amis likent une de tes photos de vacances, c'est une chose. Ouais, c'est sympa, ça flatte un peu l'ego. Voilà. Mais quand des millions de personnes scrutent, valident et même monétisent cette perfection, la pression pour maintenir l'illusion s'intériorise complètement. Ah oui, c'est plus juste une image, ça devient une entreprise presque. Exactement. Le couple finit par être l'otage de son mythe. La réalité silencieuse des coulisses, les petites fissures inévitables du quotidien, elles doivent être cachées au public, mais des fois même cachées à eux-mêmes. Juste pour que la machine continue de tourner, quoi. C'est fou. Ouais, le vernis est tellement épais que lorsqu'il finit par craquer, c'est pas juste une dispute de couple banale.
c'est l'effondrement de toute une entreprise identitaire. C'est comme ces magnifiques décors de cinéma à Hollywood, en fait. C'est une excellente comparaison, oui. De face, tu regardes, c'est un château majestueux, tout est parfait. Mais si on fait juste quelques pas et qu'on passe derrière, on découvre que ce n'est que du carton-pâte, soutenu par de vieux échafaudages. C'est exactement ça. Et c'est ce qui rend l'incident déclencheur raconté dans l'article encore plus absurde d'une certaine façon. Ouais, l'incident en lui-même. On a cette forteresse d'images publiques soutenue par des armées d'attachés de presse. Et pourtant, la faille ne vient pas du tout de l'extérieur. Non, elle survient de l'intérieur, lors d'une soirée hyper banale. La routine absolue, le téléphone de l'un des deux est posé négligemment sur la table. Et là, l'écran s'illumine. Voilà. Et l'autre partenaire lit une phrase envoyée par une tierce personne. Et le texte de SLA précise bien un point qui est crucial, je trouve. Oui, le fait que ce n'est pas du tout une preuve irréfutable. Exactement. C'est pas une photo compromettante, c'est pas un message explicite du genre j'ai adoré notre nuit ensemble ». C'est juste un message ambigu. Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette notion de vulnérabilité face à l'ambiguïté. Bah oui, parce que j'ai vraiment besoin de comprendre le mécanisme là. Comment un message, même pas explicite, juste ambigu, peut avoir la force sismique de faire s'effondrer une relation qui est perçue comme un roc? C'est le fonctionnement neurologique face à l'incertitude qui rentre en jeu. Notre cerveau tolère extrêmement mal l'ambiguïté, surtout quand ça touche à notre sécurité émotionnelle. Donc c'est presque un réflexe de survie au final, hein. Complètement. D'un point de vue évolutif, imagine, si on entend un bruit inconnu dans un buisson, l'esprit qui s'imagine que c'est un prédateur mortel, il va fuir et il survit. Alors que l'esprit qui se dit « Ah, c'est juste le vent », il finit dévoré. Exactement. Et face à un message ambigu sur un téléphone, notre système d'alerte, l'amygdale, s'active de la même manière. C'est dingue ça. Donc un message explicite, ça ferait moins de dégâts sur le cerveau, hein. Disons qu'un message explicite et irréfutable apporte une douleur foudroyante, bien sûr, mais il offre une certitude. Le processus de deuil peut commencer. Ah, je vois. Alors que l'ambiguïté le refuse cette clôture. Voilà. Elle force le cerveau à générer des milliers de scénarios, tous plus angoissants les uns que les autres, juste pour tenter de combler le vide d'informations. C'est l'intrusion brutale du monde extérieur dans l'espace intime. L'espace sécurisé du couple qui vole en éclats. C'est terrifiant parce que l'imagination, quand elle est nourrie par l'insécurité, elle sera toujours plus cruelle que n'importe quelle réalité. Absolument. Et le choc initial de cet écran qui s'allume mène directement à une tempête interne. Ouais, l'attention se déplace de l'objet, le téléphone, vers l'esprit de la personne qui vient de lire ces mots. L'effet domino psychologique dont parle l'article. C'est ça. Le doute s'installe et il ne disparaît plus jamais. Il y a cette hésitation première, ce besoin maladif de relire le message encore et encore. Pour essayer de trouver un sens qui rassure, j'imagine. Mais ça ne marche pas. Et soudainement, les souvenirs refont surface. Des détails qu'on avait oubliés, des comportements qu'on avait ignorés à l'époque, tout prend un sens nouveau. C'est là que ça devient vraiment fascinant, je trouve. Ah oui, hein? Ouais. Parce qu'on pourrait penser que la douleur vient de la trahison présente, au moment où tu lis le message. Mais en réalité, est-ce que c'est pas le vol du passé qui est le plus cruel dans cette histoire? C'est une excellente question, et c'est exactement ce qui rend la chose si destructrice. Parce que c'est comme découvrir une faute de frappe énorme dans le premier chapitre de son livre préféré. Et réaliser d'un coup que toute l'histoire qu'on a lue depuis des années était un mensonge. J'aime beaucoup cette analogie littéraire. Ça illustre parfaitement ce qu'on appelle la reconstruction mentale brutale dans le texte. Ouais, le fait de repasser chaque chapitre précédent en revue. Chaque regard lointain d'il y a 3 ans devient suspect. Exactement. Le cerveau se transforme en détective privé engagé à charge. Et cette violence ultime, elle réside dans la remise en question totale. Le passé entier vacille. On se demande, mais est-ce que c'était réel ou est-ce que c'était juste une illusion ? Mais si on prend un peu de recul 2 secondes, la personne confrontée, elle va inévitablement demander des explications à son partenaire, non ? Évidemment, la confrontation devient inévitable. Mais l'article mentionne bien que les explications qui suivent sont souvent très maladroites. Ouais, confuse. On parle de contexte, on plaide le malentendu. Mais la vraie question, c'est pourquoi ça ne marche pas ? Comment ça ? Si le partenaire donne une explication rationnelle qui pourrait innocenter cette notification, pourquoi ça ne suffit pas à éteindre l'incendie ? Parce qu'à ce stade, en fait, le contenu factuel du message n'a plus vraiment d'importance. Vraiment, hein ? Oui, le vrai problème, c'est pas l'infidélité potentielle, c'est la perte de fiabilité de la réalité. La personne qui découvre le message réalise d'un coup qu'elle a cru vivre dans un monde sûr,
alors qu'il existait une réalité parallèle à laquelle elle n'avait pas accès. Ah ouais, la perte n'est pas seulement celle de l'autre, mais celle de sa propre capacité à juger la réalité. Exactement. On perd la capacité de croire l'autre et plus grave, on ne se fait plus confiance à soi-même. On se dit mais comment j'ai pu être aussi aveugle pendant tout ce temps? C'est le vol pur et simple de sa propre réalité, quoi. Et une fois que cette fondation privée est complètement détruite, l'onde de choc ne peut plus être contenue à huis clos. C'est impossible, surtout pour un couple public. Elle déborde inévitablement dans la sphère publique. Et ça transforme un drame intime en véritable spectacle. La chute s'accélère à une vitesse folle. Le texte décrit ça avec beaucoup de précision d'ailleurs. Au début, c'est subtil. Les gestes en public deviennent très mécaniques. Ouais, les regards qui s'évitent sur les tapis rouges. Voilà. L'espace physique entre les deux qui se creuse petit à petit. Un lourd silence domine publiquement, même s'ils font moins d'apparitions communes. Mais les médias et les fans s'emparent très vite de l'histoire. Forcément. Les algorithmes et les réseaux sociaux se nourrissent de la moindre anomalie dans le comportement habituel. Et là, les réseaux deviennent le vrai théâtre de la rupture. Chaque publication est scrutée à la loupe. Chaque légende sous une photo est analysée. Et puis arrive le fameux unfollow. Ah, le unfollow. C'est fou quand on y pense. À l'époque, une rupture restait privée jusqu'à un communiqué de presse très formel et contrôlé. Oui, envoyé aux agences officielles, c'était très aseptisé. Mais aujourd'hui, on dirait vraiment qu'un simple clic pour se désabonner sur un réseau social a beaucoup plus de poids qu'un discours officiel de 20 minutes. Ah mais c'est clair, si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, le public participe activement à la rupture au lieu d'en être seulement le spectateur. C'est interactif, en fait. Une photo supprimée vaut une déclaration officielle, et le silence ne fait que confirmer les rumeurs. Et le public s'érige en juge, il choisit son camp. Ça amplifie énormément la pression sur les deux individus qui, au fond, tentent juste de gérer leur deuil amoureux. C'est une torture absolue d'être épié comme ça pendant qu'on s'effondre. Surtout qu'ils doivent gérer l'optique de leur souffrance. Être triste, mais pas trop. Paraître fort, mais sans avoir l'air froid. Une performance du deuil, en quelque sorte. C'est le mot parfait. Ce qui nous amène à la véritable leçon de toute cette histoire, l'anatomie de la confiance brisée. Parce qu'après le tumulte des réseaux sociaux, le scandale public, il faut revenir à l'humain. Au fondement moral de l'article des Célébrines, oui. Après la tempête, c'est le moment de la lente reconstruction. Chacun doit se redéfinir, certains le font dans une grande discrétion, d'autres transforment cette douleur en une espèce de force motrice. Mais la leçon centrale du texte, elle reste très claire. Ouais. Que ce n'est ni le scandale, ni la complexité des médias, ni l'œil du public qui détruisent la relation au final. Non. C'est la perte absolue de la confiance. Une confiance qui, une fois brisée, elle ne se reconstruit jamais totalement. L'amour peut s'arrêter net, sans transition, juste à cause d'un choix ou d'un simple message ambigu. C'est tragique, mais c'est la réalité. Au fond, qu'est-ce que tout ça signifie? C'est une question qu'on doit se poser. J'ai cette métaphore en tête. La confiance, c'est comme un vase en cristal. Je vois l'image. Si on le fait tomber, on peut toujours passer des mois, essayer de recoller les morceaux avec énormément de soin, et oui, le vase tiendra debout. Il aura de nouveau la forme d'un vase. C'est ça. Mais les fissures capteront toujours la lumière, tu vois. Il ne sera plus jamais lisse. La fragilité est permanente. C'est une métaphore très poignante, oui. Et ça souligne vraiment le grand paradoxe de notre époque. Quel paradoxe, tu dirais? On vit dans un monde hyper connecté, tout, absolument tout passe par un écran, et pourtant la solidité d'une vie entière, d'une famille, d'un couple, se retrouve à la merci d'une simple notification. C'est vrai que c'est le paradoxe ultime. L'outil conçu pour nous rapprocher est celui qui peut nous isoler le plus radicalement, en une fraction de seconde. Complètement. Bon, je crois qu'on a fait un sacré voyage conceptuel aujourd'hui. On a vu comment une illusion de perfection soigneusement entretenue peut être foudroyée par une simple notif. Ce qui entraîne cette fameuse réécriture douloureuse du passé dont on parlait. Ouais, le biais de confirmation rétrospective, et ensuite cet effondrement hyper théâtral sur la place publique avec le unfollow et l'algorithme qui s'emballe. Une autopsie complète de la rupture moderne. Exactement. Mais avant de clore cette exploration, je sais que tu as une dernière pensée pour ceux qui nous écoutent. Oui, une petite réflexion provocatrice. Si une simple notification ambiguë a le pouvoir de détruire tout ce que nous croyons savoir de notre partenaire, notre hyperconnectivité moderne nous a-t-elle condamnés à une paranoïa perpétuelle? Ah ouais, c'est lourd comme question. N'est-ce pas? Devons-nous accepter que la transparence totale imposée par nos appareils numériques soit moins un outil de vérité qu'une véritable bombe à retardement installée au cœur même de notre intimité? C'est une réflexion qui donne des frissons, franchement. Parce que on se dit tous qu'on est à l'abri, mais la technologie a rendu la méfiance tellement omniprésente.
et accessible à tout moment directement dans notre poche. C'est fou. En tout cas, ça laisse vraiment à réfléchir. Et on va laisser l'audience avec la question posée par la source originelle. Une question très simple, mais terrible. Face à ce message de trop, au milieu de la nuit, auriez-vous essayé de pardonner l'ambiguïté ou auriez-vous immédiatement tourné la page? Une décision impossible. Grave. Pensez-y, silencieusement, réfléchissez à vos propres limites. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de nos documents et de nos fragilités modernes. À la prochaine. À bientôt.